Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, on va préparer le bois pour faire des espèces de caisses, des fourre-y-tout pour mon établi. Ce sont des éléments très simples et j'ai décidé d'en profiter pour vous donner ma technique pour faire le calpinage de manière efficace. Mais tout d'abord, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je fabrique cet établi pour me former à la menuiserie en autodidacte. Cet épisode est le 25e de cette série où j'expérimente des techniques, j'apprends et je partage tout ça avec vous. Les succès, les échecs et j'en tire des leçons. À chaque fin de vidéo, je débriefe et je fais le bilan. Alors si comme moi vous débutez la menuiserie et que vous voulez progresser, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater la suite de ce projet. Ceci étant dit, passons au calpinage. Calpiner, dans le cas de la menuiserie, c'est déterminer comment disposer dans des planches de bois brut les pièces de bois dont on a besoin pour un projet. C'est une étape importante parce que c'est la première étape concrète de la fabrication. Mais avant de commencer, je vous propose un petit constat. Le travail du bois massif, c'est cool, j'adore ça. Mais il y a des étapes frustrantes pour moi parce que j'aime pas gaspiller et le travail du bois massif n'a pas un rendement terrible. C'est tout à fait normal, on veut en général faire des beaux parallélépipèdes rectangles de bois à partir de troncs d'arbres coupés grossièrement en tranches. On va donc commencer par éliminer du bois brut les quatre côtés qui ne sont pas droits. Pour certaines essences, il faudra aussi enlever l'aubier, la partie du bois la plus jeune qui s'est formée juste sous l'écorce. Ensuite, on éliminera les parties avec les fentes, celles avec les nœuds, si on veut un bel aspect. On enlèvera également le cœur pour limiter les déformations du bois. Et ensuite, on perdra de la matière sur l'épaisseur lors des étapes de dégauchissage et de rabotage. Ça fait beaucoup de pertes au final. Eh bien, le calpinage peut, s'il est bien fait, limiter ces pertes. On peut éviter de gâcher une partie du bois. Et au prix qui coûte en ce moment, cette vidéo pourrait peut-être vous éviter de perdre un peu d'argent. Abonnez-vous à cette chaîne, votre porte-monnaie vous remerciera. Il n'y a pas de quoi. Je vais donc faire l'exercice de calpinage avec vous, et comme je vous le disais, je vais profiter du fait que j'ai des fourre-y-tout à faire pour vous expliquer ma méthode. Comme pour une recette, il faut commencer par lister les ingrédients. Donc la première étape consiste à faire une liste des pièces dont on a besoin à partir des plans. Dans le cas d'aujourd'hui, les plans sont très simples. Les fourre-y-tout sont des caisses rectangulaires basiques. Il n'y a que 3 pièces différentes. Les côtés courts, les côtés longs et les fonds. Pour chaque pièce, il faut noter la quantité et les dimensions finales. À ces dimensions finales, il faudra ajouter quelques centimètres. En général, j'ajoute 2 ou 3 cm en largeur et un peu plus en longueur. On va voir comment déterminer les surcotes. Les surcotes sont indispensables. N'espérez pas vous en sortir en coupant les pièces brutes aux dimensions finales. Ça ne se passera pas bien pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la coupe. Quand vous couperez votre bois, les faces coupées ne seront pas perpendiculaires aux surfaces les plus grandes parce que vous n'aurez aucune face plane sur laquelle votre scie pourrait prendre appui. Il faudra dégauchir une face et ensuite recouper le bois en s'appuyant sur la face dégauchie pour avoir une coupe digne de ce nom. Donc vous voyez, la pièce doit être coupée au moins 2 fois pour obtenir un parallélépipède rectangle. Pour ma part, je prévois 2 cm de plus minimum en largeur. Ensuite, il y a le rabotage. Une raboteuse, c'est une table pour recevoir le bois, un rouleau cranté en entrée pour entraîner le bois et le plaquer contre la table, un rouleau lisse en sortie pour plaquer le bois sur la table, et entre les deux rouleaux, un porte-fer et ses lames à sortie pour raboter le bois. Si votre raboteuse est mal réglée au niveau des rouleaux, il se peut que le bois ne soit pas bien plaqué sur la table au début et à la fin du rabotage. Et un bois pas plaqué pendant le rabotage, c'est un bois qui se rapproche des fers et qui est moins épais. Ce phénomène arrive aux extrémités du bois quand le bois dans la raboteuse n'est plaqué que par un seul rouleau. Ce phénomène, c'est le talonnage. Si vous avez du talonnage, prévoyez une surlongueur à vos pièces pour pouvoir recouper les parties trop peu épaisses. Un bon bricoleur connaît ces outils, donc si vous avez du talonnage, vous devez savoir sur quelle longueur de bois. Si vous ne le savez pas, faites un essai et notez la taille de ce défaut. Votre surcote devra être d'au moins 2 fois la longueur d'un talonnage, parce que vous pouvez en avoir un à chaque extrémité de vos bois. Voilà pourquoi il faut surcoter les pièces brutes. Donc, vous avez votre liste avec les dimensions finales des pièces, les dimensions avec les surcotes et les quantités. Il est temps maintenant de les classer par taille en prenant en compte la longueur. Et oui, parce que pour limiter les pertes au maximum, on va d'abord découper les pièces les plus longues. Imaginez que vous ayez besoin de 2 morceaux d'1 mètre, de 2 morceaux d'1 mètre 50, et vous disposez de planches de 2 mètres 50. Si vous choisissez de mettre les 2 morceaux d'1 mètre sur la première planche, vous aurez une chute de 50 cm. Il vous faudra une seconde planche pour un morceau d'1 mètre 50 et une troisième planche pour un autre morceau d'1 mètre 50. Bilan, 3 planches de 2 mètres 50, 2 chutes d'1 mètre et une chute de 50 cm. Dites-vous bien qu'une chute de moins de 50 cm, on en a rarement besoin quand on fabrique des meubles. Il y a de grandes chances que ce bois finisse au feu. Si maintenant vous commencez par les grandes pièces, vous mettez un morceau de 1 mètre 50 sur la première planche. Il reste un surplus d'1 mètre, c'est trop petit pour le deuxième morceau d'1 mètre 50. Donc ce deuxième morceau ira donc sur une deuxième planche de 2 mètres 50. Il reste à placer 2 morceaux d'1 mètre, ça passe dans le surplus des 2 planches. Bilan, cette fois on a utilisé 2 planches au lieu de 3, et on n'a pas de chute. L'idée c'est qu'il faut éviter d'avoir des chutes plus petites que ce dont on a besoin.
En plaçant les grands morceaux en premier, eh ben, les morceaux restants à placer sont les plus petits. On a plus de chances de les placer dans un surplus de planche. J'ai parlé des longueurs, il va aussi falloir jouer avec les largeurs. Et là aussi, pour des pièces de même longueur ou presque, on va essayer de les placer de manière à avoir le moins de pertes possible en largeur. Dans mon cas, par exemple, j'ai des côtés longs, des côtés courts et des fonds. Les fonds sont à peu près aussi longs que les côtés longs, mais ils sont plus larges. Donc ce sont ces pièces que je vais placer en premier sur les planches. Et en fonction de la largeur des planches, sur une même longueur, j'essaierai de placer en parallèle deux fonds, puis un fond et un côté long, ou deux côtés longs. Toujours du plus large au plus étroit. D'ailleurs, voilà ce qu'il me faut pour 3 fourzi-tout. Il me faut 3 fonds de 784 par 184 mm sans les surcotes, 6 côtés longs de 770 par 80 mm et 6 côtés courts de 200 par 80 mm. Maintenant qu'on a notre liste de pièces, on va s'occuper des planches de bois brut dont on dispose. Il y a un oiseau qui est niché là. Si je vous dis qu'un arbre, ça a un tronc rond, en général, je vous apprends rien. Mais ça a de l'importance parce que quand on va faire le calpinage sur nos planches, il va falloir le faire du bon côté de la planche. Si on prend cette planche ici, on est sur le côté le plus large. On ne voit pas les bords. Sur celle-ci, ici, on voit le bord. Donc ce côté-là est plus étroit que celui qui se trouve derrière. Et c'est là qu'il faut prendre nos cotes parce que cette partie-là, elle n'est pas utilisable. Si je retourne ma planche et que je me dis, là c'est cool, j'ai 30 cm, et en fait, on en a peut-être que 27 ou 26. Voilà, donc c'est important quand même, parce que 4 cm, des fois, souvent même, c'est ce qui nous manque, en général. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de prendre en compte le bon côté de la planche pour faire le calpinage. Ensuite, il faut regarder l'aspect de la planche. Et l'aspect, il faut le regarder des deux côtés. Donc là, de ce côté-là, comme de l'autre, j'ai pas de fissure, j'ai pas de nœud, c'est un très très beau morceau de bois. Aux extrémités là-haut, il n'y a pas de fissure non plus, et aux extrémités en bas non plus. Donc c'est vraiment de la chance, j'ai du bois de qualité, j'ai un très bon fournisseur, j'ai du bol. Tout qu'à l'époque, on en trouvait facilement. Et la planche, elle fait à l'œil 2,50 m. On va vérifier. 2,56 m, donc oui, 2,50 m vendu. Et ça, c'est plutôt un coup de bol. Ça, c'est plutôt un coup de bol parce que, en fait, quand je regarde mon calepin, oui, j'ai un calepin, je fais du calpinage. Mes pièces les plus longues font 800 mm, à peu près, un peu moins. Donc 800 x 3, ça fait 2400, 2,40 m. Là, on a 2,50 m. Ça veut dire que dans ces planches-là, je vais pouvoir faire mes grandes pièces et avoir quasiment pas de déchets. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et parmi mes grandes pièces, je vois que les plus larges font 184 mm finis, et les autres font 80 mm. Donc là, je vais regarder la largeur de mon bois. À l'endroit le plus étroit, je dirais que c'est ici, on a 210 mm. Ça veut dire que mes pièces en 180 mm, elles vont passer très largement. Donc cette planche, déjà, je vais la réserver pour les 3 fonds. Hop, je la mets là. Ma planche que j'ai réservée, j'ai écrit dessus 3F. 3F pour 3 fonds, il n'y a pas de convention de menuiserie spécifique, ça c'est perso. J'écris sur la planche à la craie grasse rouge. Pourquoi rouge? Parce que ça se voit bien par rapport au crayon à papier. Et pourquoi la craie grasse? Parce que ça tient longtemps. Toutes les pièces de l'établi que j'ai faites, que j'ai calpinées il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, j'ai retrouvé sans souci toutes les inscriptions dessus. Donc ça me va bien, c'est une habitude que je vais garder. On va maintenant voir ce qu'on peut faire avec ce morceau de bois qui est un petit peu plus petit. Il fait 1,90 m. Alors, là, il y a une jolie fissure ici, par contre. Il n'y en a pas de l'autre côté. Normal, elle est sciée. Je pense que je m'en suis déjà servi de celle-ci. Donc, 1,90 m en largeur. On a quoi? On a 20 mm ici, mais c'est en zigzag, et à l'endroit le plus étroit ici, on a aussi 20 mm. Il nous reste quoi à faire? Il nous reste des pièces de 800 par 80 et des pièces de 200 par 80. Donc là, si je regarde bien, 190, idéalement, si on ne compte pas la fissure, on peut mettre 4 pièces. 800 x 2, ça fait 1600, sur 1900, ça passe. Et en largeur, 2 x 80, ça fait 160, sur 200, ça passe. Sauf qu'il y a cette fissure-là. Et donc, si je repars du bas, que je cherche
160, on est ici, on est largement en dessous de la fissure. Donc si je ramène par là, je peux avoir 4 pièces de 800 par 80. Et ici, il me reste un petit bout qui fait 250 là, qui fait plus de 80 de ce côté, et de ce côté-là, il n'y a rien à faire, on est en dessous de 80. Donc dans cette planche, ça veut dire qu'on peut faire 4 pièces de 800 par 80, donc ça c'est des côtés longs, donc il me faut 4 côtés longs. Je vais le marquer là, tiens, 4 côtés longs, et un côté court. La pièce ici qui va faire 200 par 80. Donc ça c'est pareil, je le note sur mon calepin. J'avais besoin de 6 pièces côté long, j'en ai besoin plus que de 2. Et j'ai besoin de 6 pièces côté court, et ben j'en ai besoin plus que 5. Donc il reste à faire 2 pièces en 800 par 80, donc des pièces assez grandes, et 5 petites pièces de 200 par 80. Donc là la bonne nouvelle c'est que sur ce panneau-là, ça va rentrer sans aucun souci. Il reste juste à voir comment on va répartir les pièces pour pouvoir perdre le moins de matière possible. Allez, bah ça c'est l'étape suivante. Alors, dans cette planche-là, j'ai dit que je faisais 4 côtés longs, un côté court. Le problème, c'est qu'il est plutôt biscornu. Et donc, le plus simple, c'est d'abord de la tronçonner et ensuite de le déligner. Donc, déligner, donc couper dans le sens des lignes, des fibres. Ici, mes pièces font 770, les plus longues, par 80, et la courte, 200 par 80. Donc la petite étant ici, 200, on est là, je me garde une petite marge. Je devrais arriver ici. J'ai 165 mm. 165 divisé par 2, ça fait à peu près 82. Donc je vais couper ici, sachant que mes pièces finies font 770. J'aurai 5 cm de marge en longueur ici. C'est pas mal, sur toutes les pièces d'ailleurs. Donc il va falloir que je tronçonne ici et ici. Et je vais me baser sur ce côté-là d'ailleurs pour tronçonner parce qu'il est à peu près droit. Bon alors là j'ai monté le guide d'onglet, mais c'est pas du tout pour couper d'équerre, d'ailleurs c'est pas possible parce qu'il n'y a pas une ligne droite. Pour l'instant le bois est brut, c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend une surcote. On va d'abord tronçonner et ensuite on va s'occuper de faire des choses carrées. Voilà, donc le guide d'onglet il est juste là pour guider le bois et la presse ici va me servir à le maintenir en place. Allez c'est parti. Donc là, j'ai un côté court, 2 côtés longs, 2 côtés longs. Ça, c'est fait. Allez, autour des fonds. Fond. Et fond. Et dans ce grand panneau, j'ai dit qu'il fallait 2 pièces de 770 par 80, donc 800 par 80, et 5 pièces de 200 par 80, c'est vraiment des petites pièces. Le panneau est super large, il fait à peu près 40 cm de large, donc 400 mm. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tronçonner un morceau de 85 cm, et dans la largeur, j'aurai mes 2 côtés longs et mes 5 côtés courts, probablement. Et pourquoi je le fais de ce côté-là? Parce que ce côté-là, il est fissuré. Il est fissuré sur 25 cm, donc c'est assez long. Et pour le coup, avec mes petites pièces, je ne vais pas trop perdre de matière ici. Donc ça va être sympa. Donc je vais couper un morceau à 85. Ensuite, je vais débiter les petits bouts. Et puis s'il me manque une ou 2 petites pièces, eh ben, j'irai couper dans le lard de ce qui reste. Donc 85, ça me met ici. On va déjà tronçonner ça et après on verra. Alors, dans ce bout de bois-là, j'ai noté 2 côtés longs, 5 côtés courts. Il faut se méfier parce qu'il y a une fissure. Et ici, la fissure, de ce côté-là, elle s'arrête ici, à peu près cette distance-là. Voilà. Et de ce côté-ci, à une distance beaucoup plus grande que je n'arrive pas à atteindre avec ma main. Là. Donc, c'est de ce côté-là que je vais faire mes marquages. Je vais commencer par faire un délignage à peu près droit ici. Et ensuite, je vais enlever un côté long. Il me restera donc un côté long et 5 côtés courts dans le reste.
Et je vais utiliser cette fissure pour essayer de perdre un minimum de matière. Je vais essayer de mettre 2 côtés courts ici, 3 côtés courts là, un côté court long. À mon avis, ça devrait passer, mais on va voir. Alors avant d'aller plus loin, on va parler technique de délignage et tronçonnage. Déligner, c'est couper le bois dans le sens des fibres. Le tronçonnage, c'est le fait de couper le bois perpendiculairement aux fibres. Vous avez vu, j'ai commencé par tronçonner le bois avant de le déligner. C'est souvent avantageux de faire comme ça parce que les panneaux de bois bruts sont rarement droits. Ils sont plus larges à la base du tronc et à la naissance des branches. Et puisqu'on scie en ligne droite, plus le panneau brut est long, plus on va perdre de la matière quand on va le déligner. Le fait de le tronçonner en premier limite donc les pertes. Maintenant, parlons un petit peu de la technique de coupe. Il y a 2 méthodes pour déligner et tronçonner à choisir en fonction de votre matériel. Soit vous utilisez une scie sous table comme moi, soit vous utilisez une scie circulaire et une règle. Si vous n'avez pas de règle, vous pouvez utiliser une règle de maçon ou en bricoler une en bois. Donc si vous avez les 2 types de scie, par contre, moi je vous conseille quand même d'utiliser une scie circulaire. C'est plus simple et plus sûr de déplacer une scie sur le bois plutôt que de déplacer un panneau de 3 mètres sur une lame. En plus de la scie électroportative, il vous faudra dans ce cas 3 ou 4 tréteaux, 2 planches et au moins 4 morceaux de bois qui serviront de pièces martyrs. Placez les 2 planches sur les tréteaux, les morceaux de bois martyrs sur les planches et enfin le bois que vous voulez couper. Utiliser 4 pièces martyrs au moins permet de travailler en sécurité. Admettons que je veuille tronçonner ce panneau ici, je vais placer une pièce martyr de chaque côté du trait de coupe et les 2 autres aux extrémités du panneau. Comme ça, quand j'aurai tronçonné le bois, les 2 pièces seront maintenues correctement et on n'aura pas de risque de pièces qui basculent et qui risquent d'emmener la scie avec elles. Ça permet aussi d'éviter que la lame ne se coince et ça c'est bien. Pour tronçonner le bois à la scie sous table, vous avez remarqué que je l'ai maintenu avec une presse et avec la règle de sciage d'onglet. C'est indispensable parce que le bois n'est pas en appui franc sur la règle, il n'est pas droit, il n'est pas plat. Par conséquent, il peut pivoter un peu et c'est dangereux. La lame peut se coincer et ça peut mal finir. Avec la scie circulaire, on peut rencontrer le même risque si la règle pivote. C'est pourquoi je vous conseille fortement, si votre panneau est tuilé, de le placer avec le côté bombé en bas. Dans cette position, la règle sera en appui sur 2 points et ne pourra pas pivoter. Instinctivement, on aurait tendance à mettre le bois dans l'autre sens pour qu'il soit stable. Mais dans cette position-là, la règle, elle aura qu'un seul point d'appui et elle pourra pivoter. Ce n'est pas une situation d'avenir. Pour déligner d'ailleurs, là aussi on préférera placer le bois côté bombé dessous. Cette fois c'est pour que le bois ait tendance à s'écarter plutôt que se rapprocher quand on le coupera. Ça libérera la lame plutôt que de la coincer. Voilà, donc avec ces quelques bonnes pratiques, vous devriez pouvoir couper votre bois sans vous faire mal. Je vais finir de couper mon bois, puis je vous donnerai quelques petites infos complémentaires. Avant de déligner, il va falloir changer de lame. Donc cette lame-ci, elle a 48 dents, elle va bien pour tronçonner. Celle-là, elle en a 24, elle va très bien pour déligner. Avoir moins de dents, ça permet de mieux évacuer du copeau. On fait du moins beau travail, mais on coupe plus vite. Et si vous utilisez une scie avec beaucoup de dents pour déligner, vous allez vous rendre compte que la lame, elle avance pas, elle bourre, elle chauffe et elle fait du mauvais travail. Toujours être vigilant sur le sens de la lame, bien sûr. C'est toujours possible de la monter à l'envers. Allez, j'enlève les sécurités que j'ai mises pour changer la lame. Et c'est parti. Alors maintenant que j'ai coupé un côté et que j'ai un côté droit, je peux utiliser la règle à déligner. Voilà, j'ai maintenant 4 longues pièces, donc là-dedans je vais tirer 2 côtés longs. Celui-ci, ça sera un côté long. Celui-là, ça ne sera pas un côté long parce qu'il y a la fente. Donc celui-là, un côté long. Et là, il va y avoir mes 5 côtés courts. Mes côtés courts, ils font 200, je vais prendre un peu plus. Est-ce que j'en aurai 5? Oh bah largement, là je peux déjà en mettre 4. Donc c'est impeccable. Alors, par contre, cette pièce-là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un manque de matière. Et elle est un petit peu abîmée ici. Donc on peut tirer quand même 80 mm, mais on ne va pas utiliser ce morceau-là. Donc je vais le laisser de côté. Je vais commencer par faire mes morceaux de 200, je vais prendre 250 par exemple. Donc un ici,
un ici. Et là, j'ai ma fissure. Et là, donc, il m'en faut 3. Donc, 250, 50, 75. Ah bah si, on tape dedans. Donc, je vais prendre un peu plus court. Disons 230. 230. Donc, 460. Et 680. Et là, on est bon. Tac, voilà. Donc la partie ici, on ne l'utilisera pas. La partie fendue, on ne l'utilisera pas. Et voilà mes 5 côtés courts. Bon voilà, j'ai toutes mes pièces brutes, j'ai mes 3 fonds, mes 6 côtés courts, mes 6 côtés longs. Ici, on a les déchets, il n'y a pas grand-chose en termes de calpinage, on a été pas mauvais. Et ici, donc, c'est les pièces que je réutiliserai peut-être dans d'autres projets. Donc en termes de rendement, on est propre. Pour ce qui est des petites pièces, il aurait peut-être été préférable de les dégauchir avant de les tronçonner. J'y ai pas pensé, j'avoue. Alors c'est pas un problème sur ma machine, parce que le souci qu'on a souvent, c'est avec une machine mal réglée, on a du talonnage, et donc les extrémités des pièces ici sont plus fines que là. Et du coup, il faut des pièces plus longues et il faut ensuite raccourcir. Donc si on a une grande pièce qu'on dégauchit et qu'ensuite on tronçonne, le problème se présente qu'aux extrémités et c'est pas trop gênant. Mais bon, dans mon cas, j'ai une machine bien réglée, donc c'est pas un problème. Voilà, le bois est prêt à être dégauchi, raboté et recoupé à ses dimensions finales. Je vous ai donné les informations essentielles pour un calpinage efficace et en sécurité. Je vais conclure cette vidéo avec quelques points complémentaires. Le bois que j'ai utilisé aujourd'hui était sans défaut, hormis une ou deux fissures. C'est pas toujours le cas, vous trouverez parfois des nœuds ou des parties de bois pas très sympas visuellement. Et bien dans ces cas-là, si vous faites un meuble par exemple, plutôt que de ne pas utiliser ce bois, essayez de le réserver pour des parties du meuble qui ne seront pas visibles. Ça vous évitera de gâcher du bois. Dans le même esprit, j'ai chez moi par exemple un joli buffet qui date de l'époque où les outils électriques n'existaient pas. Et bien les panneaux du fond du buffet ne sont rabotés que du côté intérieur. Côté mur, il est brut et c'est pas gênant puisque personne ne le voit. Donc si vous avez du bois qui présente des défauts sur un côté, ben vous savez comment faire maintenant. D'une manière générale, si le bois a un défaut, inspectez-le sur les deux faces. Il y a toujours un côté plus joli que l'autre. Vous pouvez choisir aussi de garder ou pas les nœuds, mais il y a un endroit du tronc en particulier qu'il ne faut absolument pas garder, c'est le cœur. Si vous le gardez, votre bois va immanquablement se déformer. Dans mon cas, ce n'était pas le cas parce que ma planche était loin du cœur, mais si votre panneau était situé près du cœur, délignez-le au centre pour éviter les déformations. Une dernière chose, aujourd'hui j'ai travaillé du hêtre. Ce bois, il a l'avantage de ne pas avoir d'aubier à supprimer. C'est un bonus, ça fait moins de bois perdu. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense avoir rien oublié. Donc si vous avez des remarques ou des compléments à apporter, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dans le prochain épisode, on utilisera le bois qu'on vient de préparer pour fabriquer les fours Itou. J'ai prévu un assemblage à queue d'aronde. Je vous montrerai tout en détail comme d'habitude. Alors si ça vous dit, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater ça. En attendant, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Elle explique comment fabriquer un gabarit pour faire des queues d'aronde à la défonceuse. Et on va utiliser ce gabarit dans la prochaine vidéo. En attendant de vous retrouver, du coup, je vous souhaite de bons bricolages. Et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!